Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal sur TV78. Nous sommes le lundi 6 janvier, voici les titres. Elle est née officiellement au 1er janvier. L'université Paris-Saclay regroupera à terme 65 000 étudiants et 10 000 enseignants-chercheurs. Au sein de cet établissement, l'UVSQ est pour le moment membre associé. Explication à suivre. Toute cette semaine, retour sur les événements qui ont fait 2019 dans les Yvelines. Ce soir, première rétrospective de janvier à mars dernier avec au menu grand débat national, communes nouvelles et catastrophes écologiques. Enfin, du sport et du football, le département n'a plus de représentants en Coupe de France. Le FC Versailles, dernier rescapé, a été éliminé samedi par les Normands de Granville en 32e de finale. Avant de développer ces titres, toute la rédaction de TV78 s'associe à moi pour vous souhaiter une très belle année 2020. On l'espère pleine de réussite, pleine de bonheur et de santé, c'est le plus important. Les villes d'Elancourt et de Maurepas se sont rassemblées ce matin pour signer le contrat de construction et de gestion du futur centre aqualudique. Après 2 ans de réflexion, le centre sera finalement construit sur le terrain de l'ancienne piscine de Maurepas, un équipement avec 5 bassins en inox qui se veut moderne et adapté à l'environnement. Les précisions de Mathilde Demy. Elancourt et Maurepas bénéficieront bientôt de ce nouveau centre aqualudique. Le contrat de délégation de service public vient d'être signé. Un soulagement pour le maire de Maurepas qui attend ce projet depuis 5 ans. On arrive au bout d'un long projet qui avait démarré depuis 2015. On a perdu du temps à cause de conflits politiques inutiles, 2 ans. Il aurait pu être livré beaucoup plus tôt. Et voilà, aujourd'hui, la finalité est là. On propose aux Elancourtois comme aux Maurepasiens un équipement ludique. Un centre aqualudique composé de plusieurs espaces santé et bien-être qui sera accessible pour les habitants des 2 communes. Un projet qui se veut ambitieux et qui veut moderniser les équipements sportifs de la ville. Aujourd'hui, le résultat est là. Ça va être aussi certainement un modèle aussi d'expérimentation parce que beaucoup de villes en France ont ce problème. Il y a une obsolescence aujourd'hui du patrimoine, notamment en ce qui concerne l'équipement des piscines. Castalia, c'est le nom de ce centre aqualudique, un projet intercommunal qui s'adapte à l'environnement. Le chantier va durer 21 mois, voilà, donc avec une livraison prévue en avril 2022. On a à peu près 140 000 heures de travail sur ce chantier. En effectif de pointe, vous avez raison, on va être à peu près une petite centaine, à peu près 90 personnes on a prévu, voilà, un effectif de pointe, donc ça va faire du monde sur ce site effectivement. Mais voilà, pour un bel ouvrage à la fin. Les gros travaux commenceront dans 6 mois, coût de cette réalisation un peu plus de 24 millions d'euros. Et en ce début d'année, plusieurs changements. On en parle avec vous, Aurélie Ronze, bonsoir. Bonsoir Grégory. De la rédaction de TV78, notamment un nouvel établissement d'enseignement supérieur, c'est l'université Paris-Saclay. Oui, alors elle a été créée par décret le 5 novembre 2019, mais c'est bien le 1er janvier 2020 qu'elle est entrée en vigueur. Alors elle est composée de 7 établissements, dont 3 universités, Paris-Sud, l'UVSQ, l'université d'Evry, et de 4 grandes écoles, Centrale Supélec, École normale supérieure de Paris-Saclay, l'Institut d'optique et Agro-Paris-Tech. De grands organismes de recherche sont également associés à cette nouvelle entité, notamment le CNRS, l'INSERM ou encore l'INRA. Quelle est l'ambition de cette nouvelle université et du coup, quelle place pour l'UVSQ ? Alors l'ambition de Paris-Saclay, c'est de devenir la première université française, figurer également dans le top 20 mondial des meilleures universités. Désormais, on le rappelle, donc 7 établissements d'enseignement supérieur s'étend sur plusieurs départements, l'Essonne, les Yvelines, les Hauts-de-Seine et une partie du Val-de-Marne. Alors de son côté, l'université de Versailles-Saint-Quentin a dévoilé aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, sa nouvelle identité visuelle. Pour l'UVSQ, qui est membre fondateur, c'est une véritable opportunité de faire partie de cette entité, comme nous l'explique son président Alain Buis. L'UVSQ seule, même si elle est très performante, comme le montre son classement récurrent dans le classement de Shanghai, où elle figure dans le top 500 et parmi les 20 meilleures universités françaises, ou même dans certaines disciplines parmi les 2 meilleures mondiales, en sciences de l'atmosphère par exemple, c'est que elle vient apporter tout son potentiel à ce nouveau consortium et aussi profiter d'une marque nouvelle, l'Université Paris-Saclay, qui va lui permettre de se développer.
Et comment cela va se mettre en place, Aurélie? Alors, il va falloir quand même un petit peu de temps, comme vous allez le voir avec ce calendrier. Fin janvier, la prochaine échéance, fin janvier, début février, va se dérouler l'élection des conseils de l'Université Paris-Saclay. Jusqu'en 2025, l'UVSQ, pour prendre donc l'exemple de l'UVSQ, va participer à la gouvernance. Et c'est à l'horizon 2025 que la fusion aura lieu entre l'UVSQ et l'Université Paris-Saclay pour ne former qu'une seule véritable entité. Un chiffre pour terminer, 80 000, c'est le nombre d'étudiants qui devraient faire partie en 2025 de l'Université Paris-Saclay, un chiffre qui est amené à augmenter au fil des années. Merci Aurélie pour ces précisions. Et dans l'actualité aussi, l'ouverture demain du CES de Las Vegas, le Consumer Electronics Show se déroule jusqu'à vendredi. C'est le plus grand rendez-vous de l'innovation au monde. Et chaque année, comme chaque année, des startups françaises vont participer à ce rendez-vous. Lambert Trénora, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le CEO et le cofondateur de Girolift. Vous avez participé à l'édition 2018 et 2019 du CES et grâce notamment pour la première édition de votre participation à votre victoire lors du challenge Paris-Saclay organisé par la Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines. Déjà, pourquoi pour une start-up, même si vous n'y êtes pas cette année, pourquoi c'est intéressant et important d'être au CES de Las Vegas? En fait, c'est important parce que c'est le lieu où il faut être. Il faut être présent. C'est là qu'il y a tous les concurrents, les autres entreprises. C'est là qu'il faut se montrer. C'est aussi donc une très belle visibilité et c'est de très belles retombées après. Des retombées presse, des retombées aussi en termes de visibilité pour le staffing par exemple. Des personnes nous contactent et nous disent « Ah bah j'ai vu que vous étiez allé au CES, je vous donne mon CV, est-ce qu'il n'y aurait pas un poste pour moi, j'aimerais faire partie de l'aventure, etc. » Et on aura l'occasion de parler des retombées spécifiquement pour Girolift. Est-ce qu'avant de participer, la première participation c'était en 2018, est-ce que c'était comme un rêve pour vous d'y aller à ce CES? C'était dans un coin de votre tête en tout cas? Tout à fait. C'était vraiment une très très belle opportunité de pouvoir y aller en 2018 la première fois. On n'y pensait pas vraiment à ce moment-là. On pensait que c'est toujours un peu pas pour les autres. On s'envisage pas d'y aller. Puis au final, cette opportunité est arrivée et puis on a pu y aller. Mais oui, en effet, c'était un peu dans le coin de la tête, un peu un rêve lointain. Et c'est important d'y retourner l'édition suivante? En fait, pareil, c'était vraiment une opportunité. On a été accompagné on est accompagné par Dassault Systèmes qui nous a offert cette opportunité d'y retourner. Donc, on n'a pas dit non. Qu'est-ce qu'on y fait sur place concrètement pendant 3 jours? Quel est le programme que vous faites sur place? Alors, on est sur un stand, on présente notre dispositif. Il y a, pour être présent sur le CES, l'obligation de présenter quelque chose, de faire une démonstration de quelque chose, de notre produit, de notre développement. Donc on est sur notre stand, on présente, on arrête les gens viennent nous voir. L'idée, c'est vraiment d'avoir anticipé ce CES, d'avoir contacté les personnes, d'avoir vu qui pouvait y aller, qui y allait, les contacter, faire un peu les obliger, les tenter à venir sur notre stand pour leur présenter notre dispositif. Et donc on passe nos journées là. Si on a la chance d'y aller à plusieurs dans l'équipe, on tourne aussi pour aller voir ce que font les autres et découvrir les nouvelles technologies. Et vous y avez présenté donc le Girolift, c'est l'appareil que vous développez, que votre start-up développe. Vous l'avez pensé notamment dans un laboratoire de l'Université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines à Vélizy. Votre start-up, on le précise, a été domicilié un temps à Montigny-le-Bretonneux. Girolift, c'est en fait une nouvelle solution de mobilité pour tous, mobilité notamment pour les personnes à mobilité réduite. Et elle est basée sur le gyropode. Expliquez-nous le fonctionnement, comment ça fonctionne. Alors en fait c'est basé, voilà, comme vous le dites très justement, c'est basé sur un gyropode. Donc les gens connaissent en général la marque Segway, mais c'est une plateforme sur 2 roues qu'on contrôle avec son centre de gravité en se penchant légèrement en avant ou légèrement en arrière pour avancer ou reculer. Partant de cette technologie, nous on a développé un module robotique qui vient se plugger dessus, permettre à tout type d'usager de se déplacer aussi bien assis que debout, sur le même principe. Donc l'utilisateur qui soit valide ou en situation de handicap contrôle son dispositif en se penchant légèrement en avant ou légèrement en arrière pour avancer ou reculer. Et à tout moment, peut décider à la liberté de pouvoir se verticaliser, de se retrouver dans une position debout ou une position intermédiaire. Et on a vu à l'image un prototype puisque le projet a évolué. Si on revient juste sur le début du projet, l'idée, comment elle a été pensée, c'est venu, je crois, dans votre projet de recherche. On précise que vous êtes vous avez un master en mécatronique et vous avez également un doctorat en robotique. C'est venu au cours de votre cursus, cette idée? En fait, c'est venu d'un de mes associés cofondateurs, qui est président d'une association loi 1901 sur les aides à la mobilité, et qui est venu présenter au laboratoire d'ingénierie des systèmes de Versailles, donc le
laboratoire de robotique de l'Université de Versailles, son idée de se dire est-ce qu'il serait possible de développer un nouveau type de fauteuil roulant à partir d'une technologie gyropodique. Et l'université a dit banco, c'est vraiment une très bonne idée, on pourrait mettre un sujet de thèse de doctorat, que j'ai obtenu. Et donc j'ai fait mon doctorat en robotique à l'Université de Versailles-Saint-Quentin sur le projet Gyrolift. À la suite de quoi, on s'est dit on ne peut pas s'arrêter une si belle aventure comme ça et partir en aventure entrepreneuriale. Et c'est comme ça que je suis parti en aventure entrepreneuriale. Et est-ce que cette solution elle est aujourd'hui unique au monde ou il y a des solutions similaires qui existent? Alors il existe des solutions proches, basées sur des gyropodes qui permettent à des personnes en situation de handicap de se déplacer sur des gyropodes, mais aucune n'offre la possibilité de se verticaliser. On est les seuls à offrir à l'utilisateur la possibilité de se mettre debout et de continuer à se déplacer debout, à avoir accès à des objets en hauteur, des plans de travail, etc. Alors, avant le CES, vous étiez au stade du prototype. Où en est-on concrètement aujourd'hui ? Là, on finalise l'industrialisation. On a lancé là sur le début d'année, sur la fin d'année, donc sur le début d'année, la production de la version industrielle finale. L'objectif est de faire le marquage CE dispositif médical de classe 1 sur février-mars et lancer la commercialisation juste après. C'est l'objectif pour cette année. Est-ce que si vous faites le bilan de votre participation à ces 2 CES, est-ce que vous diriez que ça vous a aidé à grandir, ça vous a aidé dans votre projet ? Oui, énormément. Ça nous a permis sur le recrutement, les gens de la vie, donc énormément de couverture presse. Après ça, il faut la faire au bon moment. Ça, c'est quelque chose à faire de manière intelligente. Mais énormément de recrutements qui ont eu lieu grâce à ce CES. Des gens qui nous ont dit j'ai vu que vous aviez fait le CES, etc. Et qui ont candidaté de cette manière-là. Et beaucoup de retombées aussi en termes de distribution, des distributeurs médicaux qui nous ont rencontrés sur le CES et avec qui on a commencé à nouer contact et qui nous amènera peut-être à un lancement commercial via ces distributeurs. Alors aujourd'hui, la start-up n'est plus domiciliée à Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous êtes à Orléans, vous avez aussi des locaux à Paris, c'est ça, aujourd'hui ? Oui, en effet. On a sur Paris l'équipe R&D et direction, et sur la partie à Orléans, on a mis en place l'unité d'assemblage, l'unité de SAV, de stockage et de production là-bas, oui. Et vous parliez tout à l'heure des projets pour cette année, donc là, le projet, en tout cas en ligne de mire, c'est cet objectif commercialisation. En effet, c'est notre objectif numéro 1. Vous êtes entièrement tourné on est entièrement tourné là-dessus et on a déjà un regard sur le Gyrolift 2, puisqu'on vient de lancer un programme de R&D sur le délai développement du prochain Gyrolift. Du coup, on vous souhaite quoi pour 2020 ? Des ventes et puis de belles choses sur la commercialisation, de beaux partenariats, de beaux développements. Est-ce qu'on peut imaginer une nouvelle participation au CES ? Est-ce que c'est possible ? Ou en tout cas, vous avez peut-être fait le tour du sujet déjà ? Non, on ferme pas la porte. C'est vrai que ce qui est aussi compliqué pour nous, c'est que on est sur un dispositif qui est assez médical et que sur la période de janvier, il y a aussi des très gros salons médicaux dans le monde. Et donc, il va falloir peser les deux pour savoir quel est le plus pertinent au moment du stade de développement qu'on sera et choisir ainsi. Eh bien, merci Lambert Trénora d'être passé en plateau. Je rappelle que vous êtes le CEO de Gyrolift, une start-up qui est née, on le rappelle, dans les Yvelines. Allez, on va faire à présent un voyage dans le temps, même dans le passé, toute cette semaine. Retour dans le journal sur les événements qui ont marqué 2019 dans les Yvelines. Premier embarquement ce soir dans notre machine à remonter le temps pour les mois de janvier à mars 2019. L'année 2019 a débuté par des naissances. Au 1er janvier, 3 communes nouvelles ont vu le jour dans les Yvelines, notamment Le Chesnay, Rocancourt, qui ne font qu'une désormais. Les habitants sont appelés les Chesnay-Courtois. Mais l'événement de cette entame d'année, c'est l'ouverture du grand débat national. Réponse apportée au mouvement des Gilets jaunes commencé 2 mois plus tôt. Ce temps d'échange durera jusqu'à la mi-mars. Plus de 190 réunions seront organisées dans les Yvelines, dont l'une à Trappes, en présence de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Entre tout ce qui est fait au niveau d'un gouvernement et la façon dont ça se concrétise dans le quotidien des gens, eh bien, il y a un énorme écart. C'est peut-être la leçon qu'on va tirer, c'est qu'on doit se parler plus fréquemment en direct. Les Gilets jaunes, eux, organiseront également une réunion de leur grand débat à Élancourt le 22 février, en présence de 450 personnes venues de toute l'Île-de-France. Déjà, on échange entre citoyens, on y retrouve tout bord politique. Donc on est
dans le concret. Pour moi, on est dans le concret, voilà. Je pense qu'on va ressortir plus intelligent qu'on était entré, je pense, enfin plus informé en tout cas. Après, quel sera l'impact sur le reste de la population? C'est à nous de porter la bonne parole après. Le premier trimestre 2019 voit également quelques nouveautés. Le pont Schuler rénové est inauguré entre La Verrière et Maurepas, un édifice doublé pour fluidifier le trafic sur cet axe routier stratégique à Saint-Quentin en Yvelines. Coût total de l'opération 9 millions d'euros. Le pont, il est efficace puisqu'il n'y a plus de bouchons d'entrée de ville. Donc c'est un vrai confort pour l'ensemble des habitants. Les piétons, les vélos ont leur propre chemin. Donc de cette manière, on va favoriser aussi, j'espère, un déplacement sans voiture. Dernière nouveauté dans l'agglomération, ou plutôt une expérimentation, le lancement de la première entreprise éphémère en mars. Les 50 demandeurs d'emploi vont y travailler pendant 7 semaines avec l'objectif de retourner vers une activité professionnelle. Ça glisse beaucoup, je viens juste de Versailles là et à 10 à l'heure. Ça va, je suis presque arrivée. Côté météo, début 2019 a été enneigé. À partir du 22 janvier, le département a été placé à plusieurs reprises en vigilance orange à la neige. Et des opérations, notamment de rétablissement d'électricité, ont été nécessaires. Au plus fort de la crise, 7200 foyers yvelinois ont été privés de courant. Cette crise, elle, n'a rien eu de naturel. Le 24 février dernier, une fissure se crée dans le pipeline Île-de-France de Total. Conséquence, 1 million de litres de pétrole déversés dans des champs à Autouillet, Boissy-sans-Avoir et Vic. Une catastrophe écologique. Il y aura bien sûr une enquête, une recherche en responsabilité et tout sera à la charge du groupe Total. Tous les travaux de dépollution, tous les travaux d'intervention actuels et futurs seront à la charge du groupe Total, de même que l'indemnisation des agriculteurs aujourd'hui qui subissent ce préjudice de pollution au pétrole. En sport, 2019 a commencé à vélo. Le Paris-Nice, première grande course cycliste de l'année, s'était lancé pour cette édition de Saint-Germain-en-Laye. Le lendemain, la deuxième étape prenait le départ de la petite commune des Brévières dans le sud Yvelines. Le département assurait d'accueillir jusqu'en 2023 la dernière étape de la plus mythique des courses, le Tour de France. Une convention a été signée en ce sens le 20 mars entre l'organisateur de la Grande Boucle et la collectivité. Le même mois, c'est une légende du cyclisme français qui a fait le déplacement à Chatou. Raymond Poulidor est venu à la rencontre du public qu'il a tant chéri. L'une de ses dernières apparitions avant sa mort, le 13 novembre dernier. On retrace évidemment ensemble, en parole, l'ensemble de ma carrière. Et la conversation vient souvent avec Jacques Anquetil, qui est toujours présent. Ce fameux duel avec Jacques Anquetil. Et toujours on me pose la question, comment se fait-il que vous n'avez pas gagné plusieurs Tours de France ? Disparition également en janvier 2019 de Marcel Azzola, 91 ans, l'un des grands accordéonistes français, habitant des Yvelines, le Marcel du Chauffe Marcel Chauffe de Jacques Brel dans le titre Vesoul. Et puis en mars dernier, André Damien, ancien maire de Versailles de 1977 à 1995. Ses obsèques ont rassemblé élus et habitants en la cathédrale Saint-Louis. L'édifice religieux témoin quelques mois avant d'un autre événement, l'ordination de Bruno Valentin, nommé par le pape François évêque auxiliaire de Versailles. Enfin, côté culture et patrimoine, on retiendra que le début d'année 2019 a été celui du renouveau, celui du domaine de Dampierre en Yvelines, dont le parc a été rouvert au public fin mars après de longues années de fermeture. Et à l'orée de 2020, ce sont les travaux du château du XVIIe siècle qui vont démarrer. Fin du chantier espéré dans 2 ans. Retour dans le présent avec vous, Mickaël Elmidoro, bonsoir. Bonsoir Grégory. Journaliste sport de la rédaction de TV78, vous nous emmenez, vous, dans le futur, un futur proche, projection sur les événements sportifs à ne pas manquer en cette année 2020 dans le département. Et on commence cette chronique avec du cyclisme. Il y aura du cyclisme, on l'a vu dans la rétro, le cyclisme anime encore les Yvelines cette année. Toujours en 2020, c'est désormais une habitude. La course Paris-Nice s'élancera pour la 11e année consécutive depuis les Yvelines. D'après nos informations, les coureurs partiront le dimanche 8 mars prochain depuis Plaisir pour traverser une partie du département. Le lendemain, l'étape partira depuis Chevreuse pour rejoindre le Loiret. On écoute Jean-Michel Richefort, le vice-président de la Fédération française de cyclisme. Paris-Nice, c'est la course au soleil, c'est la première grande course internationale de la saison avec Tirreno Adriatico et bien sûr là les meilleurs mondiaux seront au rendez-vous et c'est important d'avoir les plus grands coureurs mondiaux au départ. Bien sûr Paris-Nice c'est une très très grande course internationale.
Et on en parlait aussi dans la rétrospective, le Tour de France passera également dans les Yvelines pour la 2e année consécutive. Ce sera le 19 juillet prochain. Le peloton s'élancera depuis Mantes-la-Jolie pour une dernière étape de 122 km en direction des Champs-Élysées. Et ce sera un événement à ne pas manquer. C'est une formidable fête populaire pendant 3 semaines et une dernière étape qui va traverser une grande partie des Yvelines à partir de Mantes. Là, c'est vraiment quelque chose. De grands événements de course à pied ? L'une des plus importantes, ce sera le Paris-Versailles. Pour cette 43e édition, 25 000 coureurs s'élanceront le 27 septembre prochain depuis la capitale pour un 16,2 km. Avant cette date, les Yvelines vont accueillir l'Éco-Trail de Paris le 14 mars prochain. L'une des plus longues courses de France. Plusieurs centaines de participants vont s'élancer depuis l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines pour un trail de 80 km qui les emmènera jusqu'à la Tour Eiffel. Parmi eux, Fabien Parmentier de Montigny-le-Bretonneux. Il participera à sa 13e édition. Les principales difficultés, on va dire, c'est que c'est très roulant. Donc il est réputé comme étant une course très roulante, c'est-à-dire sur laquelle il y a peu de temps de repos. On court beaucoup, il n'y a pas forcément beaucoup de dénivelé, il y a 1500 mètres de dénivelé. Et donc à partir de là, il faut sans cesse être dans la relance et avoir une bonne gestion de course. À quelques mètres de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines va accueillir pour la première fois de son histoire un match de volley-ball. La rencontre sera organisée le 28 mars prochain et devrait opposer les équipes de première division. Saint-Quentin-en-Yvelines devrait également accueillir, comme tous les ans depuis 2002, l'Open de France de golf. Le rendez-vous retrouvera la saison estivale du 2 au 5 juillet. Est-ce que vous aimez vous dépasser, Grégory ? Ça m'arrive, je crois que je l'ai montré dans des reportages sur TV78. Est-ce que vous aimez la boue ? La boue, pourquoi pas. Alors ce rendez-vous devrait vous intéresser. Pour les plus courageux, le Mud Day Paris sera organisé les 13 et 14 juin à Bennes. Au programme, un 7 et un 13 km et surtout beaucoup de boue, Grégory, pour les milliers de participants. Merci Mickaël. Les téléspectateurs vous retrouvent dans un instant. Votre émission Le 7-8 Sport, premier numéro de cette année 2020. Merci beaucoup pour cette chronique. En football, la désillusion pour les joueurs de Versailles. L'épopée en Coupe de France s'est terminée au stade des 32e de finale. Samedi, le FCV s'est incliné 2-1 face à Granville au stade Montboron. Plus de club yvelinois est désormais dans la compétition. Ambiance dans les tribunes avec vous, Mickaël Elmidoro. Un stade bien garni pour une affiche historique. 2000 supporters ont fait le déplacement pour voir ce 32e de finale de Coupe de France entre Versailles et Granville. Les Versaillais qui évoluent en National 3 n'avaient plus atteint ce stade de la compétition depuis 2011. C'est quand même un 32e de finale et puis c'est sympa d'aller soutenir Versailles, quoi. Moi je viens de Versailles, j'ai grandi à Versailles. Il y a un ami à moi qui joue, monsieur Oussama Berkak. Je tiens à le saluer aujourd'hui, j'espère qu'il va marquer. Malgré leur division d'écart, les Versaillais marquent en premier sur pénalty mais se font rejoindre quelques minutes plus tard. Le score à la mi-temps, 1-1. La première mi-temps c'était génial, c'était super, j'ai beaucoup aimé. Je pense que techniquement les deux équipes se valent, mais ça va se jouer très serré je pense. Granville marquera un second but en seconde période malgré quelques actions en fin de match et les encouragements de leurs supporters. Versailles ne reviendra pas et se fait sortir de la Coupe de France sur le score de 2-1. Ils ont montré un petit peu plus d'expérience que nous là, sur ce genre de match qui sont quand même importants. Donc je dirais un petit peu plus d'expérience. Après, je ne pense pas qu'on avait quelque chose à leur envier, que ce soit techniquement ou physiquement. On a fait une ou deux erreurs défensivement qui nous ont coûté des buts. On a été punis froidement. Mais voilà, c'est la vérité du 32e de finale de Coupe de France, de ce niveau-là. Et là-dessus, il faut apprendre. Du côté des supporters, les sentiments sont partagés. On est quand même content de la prestation des joueurs, mais on aurait pu gagner et faire beaucoup mieux, mais c'est pas grave, hein. On a vécu quand même un bon match. Quand on regarde le contenu, ça laisse des regrets. Après c'est dommage, voilà, maintenant il y a des faits de jeu, ils perdent, ils vont continuer, je pense qu'ils vont gagner le championnat de N3, ce sera la consolation de cette année. Les Versaillais sont à l'heure actuelle premiers du championnat de National 3 avec 1 point d'avance sur leur dauphin Ivry. Pour se remettre de cette défaite en coupe, il faudra l'emporter ce samedi 11 janvier à domicile contre l'équipe 2 du Paris Saint-Germain. Il va s'en vendre tout le mois de janvier. Les galettes des rois sont les produits prisés du moment en boulangerie, notamment ce week-end d'épiphanie. À l'Angélique, à Montigny-le-Bretonneux, les fourneaux sortent de la frangipane depuis déjà 15 jours. Ce sont 1500 à 3000 galettes qui vont être produites. La galette à la crème d'amande reste la préférée des clients qui sont venus la chercher dès le lendemain de Noël. Et dans cette boulangerie, on organise des opérations spéciales tout en générosité. Les propos sont recueillis par Marilène Yapichino. Nous avons 20 fèves gagnantes
Chaque fève trouvée, en fait, ils nous l'apportent et ils ont une galette de 6 personnes en échange. Et on présente 2 fois par semaine, plus pour les entreprises, des galettes jusqu'à 1 mètre de diamètre. Donc on fait 70 personnes sur la galette. Et cela a été tranché en décembre. La meilleure galette aux amandes des Yvelines catégorie salariés est clécienne. Lionel Barbet, à droite sur la photo, boulanger chez Barcadélis au Claye-sous-Bois, a remporté cette distinction attribuée par la Chambre des métiers de l'artisanat des Yvelines. 6e édition pour ce concours qui juge les pâtissiers sur 2 galettes et les évalue sur leur cuisson, leurs aspects ou leur taille. Voilà, c'est la fin de cette édition du 7-8 Journal. Une nouvelle édition à retrouver dès demain sur TV78. Belle soirée à tous.